Hello les Marcel, nouvelle interview spéciale aujourd'hui. Alors, on va rencontrer sur Atome François. Anne-Sophie et les enfants. Et vous allez voir, lui, c'est un spécimen, c'est un extraterrestre. Il a construit son catamaran en 11 ans. C'est pas du bricolage, c'est vraiment un catamaran exceptionnel. Et Marco adore la construction, mais au-delà de ça, j'avais vraiment envie de connaître leur vie de famille à bord, parce que 10 ans sur un bateau comme ça, c'est pas rien, et moi ça m'intéresse beaucoup. Allez, on y va ? C'est parti. C'est parti. Bienvenue à bord de notre catamaran Lady Marcel. Je suis Maggie. Et moi, je suis Marco. Nous sommes partis de Vendée fin 2024 avec notre deuxième fille Hilo pour un tour du monde, ou peut-être pas. Nous avons juste changé de bureau en continuant à gérer notre boutique et site web Mademoiselle Marcel. Envie de voyage et de découverte, les Marcel, alors embarquez avec nous et le vent vous portera. Salut les Marcel, c'est François d'Atome. Donc François, alors tu as 65 ans. Oui. Alors tu as commencé la voile dans un endroit extraordinaire avec le bleu de l'océan, c'est à quand ? Oui, extraordinaire, je sais pas quand même, parce qu'il fait un petit peu froid. J'ai toujours souffert du froid, moi. Tu as commencé le bateau en étant ado, c'est devenu assez rapidement une passion parce que tu as quand même fait une goélette. C'est quelque chose qui m'intéressait, ouais, qui me donnait envie, et de vivre. Puis je lisais des livres de Matessier, La Langros, des choses comme ça qui me passionnaient et puis qui me donnaient envie de sur le plateau et puis visiter le monde, quoi. Et puis voir le soleil. Moi, j'étais quand même en Normandie, je le redis, il fait froid. Et donc tu avais quand même une passion débordante, la musique, guitariste, ingénieur du son, voilà, ça a été une vie avant de pouvoir revivre cette passion au bateau. Voilà, oui, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Il fallait que je fasse quelque chose à ce niveau-là. Ce que j'ai fait, j'ai exercé pendant une quinzaine d'années comme musicien, ingénieur du son. Et puis après, je suis retourné au bateau. Tu as eu un projet de bateau et qui a évolué dans le temps. Pour ce projet-là, oui, j'ai eu un projet. Je voulais construire un trimaran à l'origine, mais j'étais tout seul, j'étais célibataire à l'époque, et moi je voulais un bateau qui aille vite, assez sportif, et donc j'avais choisi un trimaran parce que je trouvais que c'était un bateau rapide, sûr, léger et simple, relativement simple à fabriquer. Voilà, donc j'avais fait les plans, j'avais dessiné le bateau, et puis j'ai rencontré ma tendre chère, Anne-Sophie, qui me dit, mais attention, si on construit une famille, si on part ensemble, c'est exigu, un trimaran, c'est pas un bateau qui va être apte à nous recevoir tous dans un confort agréable, enfin qui est un minimum pour pouvoir vivre au quotidien agréablement. On a fini par choisir le catamaran qui était plus approprié à notre choix de vie. Moi, ce que je vois, la différence entre un trimaran et un catamaran, c'est que on va avoir une coque principale qui est assez grande sur le trimaran. C'est comme un monocoque, en fait, avec deux flotteurs sur les côtés. Absolument. On a une coque principale assez grande et on peut réussir accessoirement à utiliser les coques latérales, ce que fait Neil Trimaran sur des 53, 57 pieds. Ça commence à devenir correct. Avant, c'est difficile d'utiliser ces coques latérales-là. Il y a un petit inconfort quand même, c'est la gîte. Oh, mais très peu de gîtes. Oui, mais T'as un petit peu de gîte. Ah, mais c'est des bateaux très sûrs et qui peuvent encaisser beaucoup plus qu'un catamaran. Beaucoup plus ça. Et puis, c'est des bateaux plus légers. Enfin, et moi, j'avais dessiné un trimaran, un vrai trimaran, c'est-à-dire avec des coques, c'est des flotteurs seulement, et des bras de liaison, et il y avait plus sa coque centrale, qui était un peu tulipée, qui permettait d'avoir un aménagement un peu plus conséquent qu'un bateau de course. Mais j'avais même pensé à trouver un bateau de course pour l'adapter pour les. Tu as fait quoi comme étude ? Basique, j'ai arrêté avant le bac, et puis attends, j'ai fait de la musique. Comment est-ce qu'on passe d'un gars qui a arrêté avant le bac, qui fait de la musique, à un mec qui dessine des bateaux, qui dessine des trimarans, des catamarans ? Parce que moi, je vais le dire, j'ai vu ton bateau. On s'est rencontrés parce que tu as ramené notre annexe qu'on avait perdu parce que je suis un gros nul pour les nœuds de taquet. Un sauveur d'annexe. Et quand je visite ton bateau, je me dis oui, je vais visiter le bateau d'un bon bricoleur, quoi. Et j'ai pas visité le bateau d'un bon bricoleur. J'ai visité un bateau d'un pro, quoi. C'est impressionnant. Je te dis, je te l'ai déjà dit, je le redis devant tout le monde, je suis rarement impressionné, tu m'as impressionné.
Et donc, comment est-ce qu'on passe d'un gars qui est pas particulièrement ingénieur en structure, voilà, quelqu'un qui a fait la musique, à quelqu'un qui dessine des bateaux et qui construit un bateau, mais un bateau, c'est pas un petit résultat, quoi, un vrai bateau. Comment est-ce on lit des bouquins, tu vas pas me dire j'ai tout vu sur YouTube, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas YouTube. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, en fait, moi, je pars du principe que tout est réalisable, tout peut se faire, hein, et tout s'apprend. Donc, en fait, je suis un optimiste né, je pense, voilà, et si quelqu'un d'autre y arrive, pourquoi j'y arrive encore? Voilà, c'est comme il sait. Voilà, moi, j'ai averti là-dessus, et puis je suis toujours convaincu. Je pense toujours comme ça. Je parle toujours de la NASA. À la NASA, ils ont construit une fusée terrible pour aller sur la Lune, et puis il fallait un ordinateur pour guider tout ce monde-là. Et en fait, l'ordinateur à l'époque, c'était tenu dans un regard énorme, et on leur a dit est-ce que vous seriez capable de faire un ordinateur qui, dans 5 ans, tiendra dans une capsule pour envoyer les gens sur la Lune? Et on a dit bon, ça devrait le faire. Donc, et eux, ils ont réussi. Pourquoi j'aurais pas réussi à faire un petit catamaran? Oui. Je suis pas les mêmes cerveaux, mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut pas s'arrêter au. Non, mais ce qui est dur à comprendre, c'est que tu pars sur un projet fou, mais moi j'ai vu, on a eu l'occasion de discuter ensemble. Tu es très humble. C'est quelque chose qui peut te caractériser. Et donc, quand même, à un moment donné, il faut manquer d'humilité pour se lancer dans un projet aussi fou que ça. Non, je pense que là, ça n'a rien à voir avec l'ego. Hein. Je pense que c'est... moi, je suis quelqu'un d'humble. Je n'ai pas besoin de bomber de torse et de me montrer pour exister. Enfin, c'est dramatique, c'est qu'il n'y a plus que ça dans le monde dans lequel on vit. C'est le monde que j'ai fui. On est dans un monde où il n'y a plus que l'aspect extérieur, ce qu'on peut voir, et c'est un peu, c'est triste ou pas. Moi, j'aime bien les gens vrais, et le monde du bateau rencontre, je pense, beaucoup plus de gens qui sont simples, vrais, voilà, et ça me correspond plus. Et tu réussis à le faire, tu prends des bouquins, et tu te dis, je vais réussir à le faire. Si d'autres l'ont fait, je vais réussir à le faire. Ta goélette, quand même. T'as fait ta goélette à 19 ans. On va dessiner la goélette. Pas de bague rose, ouais. Ah ouais, je l'ai fait avec une machine à calculer, et puis comme ça, à la main. Hein. Pour construire ce bateau-là, en fait, moi, je voulais prendre un architecte parce que j'étais pas sûr de moi. Et Anso, elle m'a poussé. Elle m'a dit non, tu as su dessiner le premier, tu sauras dessiner le deuxième. Ok. Et bon, moi, j'étais moins sûr de moi, quand même, j'étais pas sûr sur ce résultat. Donc je me suis appliqué, et puis j'ai dessiné ce bateau, j'ai fait les calculs pour l'ensemble du bateau, et moi j'ai fait ça par simplifié, j'ai fait ça sur un ordinateur pour les coques. J'ai fait ça avec un logiciel, et c'était un peu archaïque. Je trouvais un petit logiciel sur lequel j'ai pu tirer des données, quoi. Et après pour la totalité du bateau, c'était un peu plus compliqué. Il fallait avoir un logiciel plus important, un truc plus conçu que ce que j'avais. Donc, j'ai décidé de faire ce que faisaient les architectes dans le temps. Quand ils construisaient des bateaux, ils faisaient des maquettes, des demi-maquettes. Donc, vous avez dû déjà voir ça, qu'on les met ça. Ça, je le vois tout à fait. Voilà. Et en fait, on faisait une demi-maquette comme ça, et après, on les donnait au charpentier qui, lui, prenait les mesures sur la demi-maquette et réalisait la coque avec la demi-maquette. Donc moi, j'ai validé mon plan du bateau en réalisant une maquette à l'échelle, et j'ai construit le pont, tout ça sur la maquette, et j'ai fait le pont d'après ma maquette. En fait, je prenais les mesures sur la maquette pour réaliser le pont du bateau. À l'intérieur, après, c'était plus simple, mais les grandes étapes, ça a été la construction des 2 coques et puis le pont. Comment tu fais? Tu t'installes dans ton jardin, tu t'installes dans un chantier au bord de la mer. Comment est-ce que tu fais? J'avais arrêté mon boulot à Paris, je suis descendu dans le Midi, et dans le Midi, il fait plus chaud, donc en fait, pour l'époxy, parce que c'est un bateau en bois époxy, il fallait de la chaleur, il faut de la chaleur, parce que il faut que ça sèche, il faut pas d'humidité, et c'était plus approprié de construire là-bas. Donc, je suis descendu là-bas, et puis après, il a fallu trouver un terrain. Ce qui n'a pas été une chose facile, parce que là-bas, il y a tous les terrains, ça vaut cher, et il fallait trouver un terrain où
qu'on allait nous prêter ou nous louer très peu cher, parce qu'en fait, il y a une histoire quand même de budget, et c'est tout ça aussi. J'ai construit ce bateau, ça a été quand même une histoire de budget à l'origine, hein, un budget limité, donc il fallait que ça aille vite et que ça coûte pas très cher. Je me suis installé avec Anne-Sophie qui, elle, travaillait encore à Paris. Elle est venue me rejoindre dans le Midi et on est tombé amoureux d'un petit bateau qui était là-bas dans le Midi et dans un port qui était en train de couler et que j'ai retapé. J'ai appelé Atom Junior. Oui, j'ai oublié de te demander pourquoi Atom. Voilà. Et pourquoi Atom alors? Parce que justement, ce petit bateau s'appelait Atom Junior. C'était un bateau d'un Américain, donc le Atom sans E, américaine. Hein. Et donc, celui-ci, on l'a appelé tout simplement Atom. Le projet a démarré, donc quand tu parles du 9 ans et demi, c'est 9 ans et demi à partir du moment où tu commences la construction. Voilà. Ouais. Combien de temps pour élaborer tes plans, pour travailler, de faire mûrir ton projet? À partir du moment où j'ai choisi de faire un catamaran, j'ai mis 2 mois, entre 2 mois et 2 mois et demi à faire les plans. Oh, c'est extrêmement rapide, j'aurais pensé beaucoup plus. Non, j'avais fait ça le soir, je travaillais à l'époque, hein, donc ça, et puis je construisais en même temps la maquette. Et au bout de 2 mois et demi, les plans étaient finis, la maquette était finie, et puis peut-être quelques mois après, j'ai trouvé le terrain, et puis j'ai construit une serre sur ce terrain-là, sur le bateau dans la serre. Bon, il allait faire chaud. Il faisait même très très chaud. Et donc alors, le bateau, il est construit, quels sont les matériaux de construction? Alors le bateau, c'est un bateau en contreplaqué époxy, donc c'est contreplaqué CTBX, collage extérieur, et puis de l'étui saturé d'époxy, et à l'extérieur, il y a de la fibre de verre classique, il y a une trame et une oreiller d'époxy, et puis il y avait plus de collage carbone, il y a des collages de raies de cédar, il y a des multipliés en raies de cédar, enfin il y a tout un tas de choses quand même, c'est pas que du contreplaqué et des coups, quoi. Il n'y a pas de coups d'ailleurs, il n'y a que des vis. Donc tu reçois tes planches, tu reçois tes grands panneaux, voilà. Et là tu fais tes découpes dans les panneaux. Alors en fait j'avais prévu tous les débits, ce qu'il me fallait boire, alors il fallait négocier avec un fabricant de contreplaqué pour avoir tout ça, mais échelonné quand même, parce que je pouvais pas avoir... Si tu arrives 2 camions de contreplaqué, t'as quand même le vertige, quoi. Et donc, quand tu en arrives 4 ou 5, c'est encore plus grand. Donc, j'avais demandé à ce que ça soit échelonné, la livraison. Donc, j'ai des gros paquets de contreplaqué et de bois brut qui m'arrivaient. Et moi, j'ai tout évité, préparer tous les morceaux de bois qui déconstruisent le bateau. Alors, ça s'évite à quoi? Ça s'évite circulaire? Ça s'évite comment? Alors en fait, c'est circulaire. J'avais que des outils portatifs. C'est circulaire, sauteuse, perceuse, rabot, ponceuse. Et dans tout ça, tu fais tes débits et après tu commences à faire ton assemblée. Voilà, en fait, on fait des découpes de couples. Pas des couples, enfin, c'est les coupes du bateau et les coupes du bateau qui vont devenir les cloisons après. En fait, l'avantage quand on fait un bateau comme ça, c'est que il n'y a pas de perte. Alors, en fait, le premier morceau de bois qu'on coupe, c'est le bateau. C'est pas comme un bateau qui va être en résine avec de la mousse à l'intérieur ou on va faire un moule. Donc le moule, ça va être du déchet, on va le perdre. Et après, il va y avoir tout un tas de matériaux qui vont être jetés après, qui vont servir qu'une seule fois. Et donc, à partir du moment où tu as découpé tous tes panneaux, tu commences un petit peu l'assemblage, tu n'as pas tout terminé en découpe, ou tu découpes d'abord la totalité de tes panneaux et ensuite tu assembles? Et d'abord, tu fais un marbre. En fait, tu fais une partie en bois sur lequel tu vas construire le bateau. Et ça doit être parfaitement droit. Le bateau il va être impeccable et pas tordu dans tous les sens. Donc, je fais ce qu'on appelle un marbre. Alors là, j'ai fait 2 marbres, un marbre pour chaque coque. Et là, sur ces marbres-là, tu vas monter les cloisons à l'envers. De toute façon, la quille va être en haut, en fait. Et puis la dent en bas. Et donc, tout ça va être prédécoupé avant. Il faudrait prédécouper. Tu étales ça et après, c'est tenu par des lisses. Ce qu'on appelle des lisses, c'est des grands morceaux de bois qui vont relier tout ce petit monde-là et qui vont faire l'ossature du bateau. Et après, donc ça a été une première étape. Après, il faut recouvrir tout ça de bois.
Donc là, c'est des grands panneaux. Toujours à l'envers. Toujours à l'envers. Et là, les panneaux, le bateau faisant 15 mètres de long, le bateau, il faut les morceaux de bois, il n'y en a pas qui font 15 mètres de long. Donc on fait ce qu'on appelle des scarfs, c'est-à-dire en fait, on va faire des coupes en biais qui vont pour relier chaque planche les unes aux autres. D'accord. Et donc, il faut faire ça sur tout le bateau, sur tout l'ensemble de des coques. Donc ça, on prépare tout ça. Et une fois que tout ça est prêt, colle tout ce monde-là avec de l'époxy. Quelle épaisseur de bois? Parce qu'en fait, il faut réussir à courber ce... Non, c'est le... Comment tu fais? Alors, le bateau, ça se voit pas parce que c'est bien dessiné. Et les coques sont un mouchard. En fait, c'est des coques, c'est des angles. C'est pas arrondi. Ah, c'est pas arrondi. Oui, j'y ai pas vu sur ton bateau. Non, on le voit pas juste. Ok, c'est des angles. Et en fait, je l'ai pas vu du tout. Ah non, ça se voit pas. Et du coup, c'est très facile à faire. Tout est développable. Ok, là je comprends. Voilà. Tu as juste à jointoyer tes angles, bien sûr, parce que tu vas avoir des écarts. Voilà. Ah oui, en fonction de quel angle tu as fait. Tu arrondis tout ce là et puis tu mets il y a des épaisseurs de strass qui viennent après dessus. Alors on en était là en fait. Ouais. Une fois que tu as l'épaisseur de CDBX, si tu as. Alors les fonds, dans le fond du bateau, le fond des coques, c'est 15 mm. Ok. Et le haut, le cran-bord, c'est du 12 mm. Ok, entre 15 et 12 mm. Ça. Donc là, tu as un bateau, mais tu as un bateau qui est à l'envers. Carrasque à l'envers. Mais les coques, tu les as faites à l'envers, de façon à ce que les coques, quand tu les lèves et tu les retournes, tout ce monde-là est à l'endroit. Ok. Avec des excroissances qui vont permettre de construire là-dessus la nacelle. Ok, donc les extérieurs étaient à l'intérieur, comme ça, quand tu les retournes, ils sont extérieurs. Ok. Voilà. Donc ça, les coques... Elles sont quand même bien ou pas? Parce que ça fait quel poids quand ça... Ça fait 500 kilos, ça c'est tout. C'est hyper facile, hein. Attends, j'avais fait des portiques, j'allais souder. Et là, c'est déjà... J'avais fait ça tout seul, j'ai retourné tout seul sans toquer. C'est déjà stratifié ou pas? Ouais, j'ai stratifié, après c'est enduit, et après poncé, et après un primaire époxy, et c'est prêt à être teint, quoi. Il fait quel poids dans les deux? Il fait 9 tonnes. Il fait 9 tonnes. Combien de pieds? 50 pieds, 48 pieds. Moi, quand j'ai construit ce bateau-là, j'avais pas les moyens de l'acheter. Donc, pour moi, la seule solution, c'est de le fabriquer. C'est ce qui m'a amené qui m'a poussé à la fabrication. Là aussi, c'est un challenge aussi. C'est un truc de fou. Moi, je le conseille à personne. Donc, construction 9h30, a priori à fond. C'est tôt le matin, tard le soir, pas de week-end. C'est un truc comme ça. Ouais, c'est pas de vacances, pas de week-end. C'était vraiment, ça a été super dur quand même. Au début, on est tout flamme, on a envie du truc, et il faut être comme ça, parce que sinon on tient pas la distance, hein. C'est le plus dur, c'est tenir la distance. Faut être très volontaire, et faut être un peu fêlé, donc je pense que je rentrais dans la case, hein. Mais il y a eu des moments quand même, il y a eu des moments durs, et à l'époque où je construisais bateaux, il y avait très peu de bateaux en construction, de construction amateur. Et il y avait beaucoup de constructions amateurs qui étaient abandonnés dans des champs, hein. Ça aussi, il faut... Et des cas qui vont au bout, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, je l'ai appris aussi en plus du temps, hein, parce que... Est-ce que tu démarres ton projet, tu te dis, allez, ton objectif, c'est de mettre le bateau à l'eau au bout de combien de temps, quand tu démarres? Alors, en fait, j'avais des exemples, et puis moi, je m'étais donné, 4-5 ans. Pour faire tenir ma petite famille, j'avais dit 3 ans. En fait, on est arrivé à 9 ans et demi. Mais en fait, il y a aussi que, au fur et à mesure de l'avancement du bateau, de la fabrication, j'allais un peu plus loin que ce que j'avais imaginé au départ. C'est-à-dire, en fait, j'avais envie d'un sorte de confort aussi pour que ma petite famille soit bien à bord. Donc, en fait, j'ai installé plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé au départ, quoi. Tout ça représentait du temps, et du temps qui n'était pas prévu à l'origine. Et puis toujours la nerf de la guerre, le financement de tout ça. C'est-à-dire, en fait, on va choisir, on achète des moteurs. Les moteurs, c'est dans des caisses, c'est tout pavé, il n'y a plus qu'à les monter. Ça, c'est très facile. Moi, j'avais pas les ronds pour acheter 2 moteurs, donc j'ai acheté 2 moteurs d'occasion, mais qui étaient démontés. Donc, qui étaient en vrac, il fallait que je remonte ça, voilà, et donc, c'est... Bon, après, t'avais une formation de mécanicien? Non, du tout. J'ai appris sur le tas. Il était charpentier, mécanicien,
ingénieur en structure. Tout ça prend, oui. Oui, tout ça prend un petit moment, je veux dire. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on va faire le tour de ton bateau tout à l'heure, mais tu as même pas trop acheté du neuf. Tu as récupéré des choses à droite à gauche. Tu as récupéré, si je ne trompe pas, c'est un mât d'un autre mer, qui est pas un mât neuf, mais qui est un mât qui avait jamais été utilisé avant. C'est un gars qui a voulu construire un bateau puis qui a abandonné. Voilà. J'ai acheté le mât. Et donc, tu fais pas mal de petites négos et tu tires au maximum pour que ton bateau il te revienne pas moins cher. Voilà. Tu comptes pas ton temps. Alors là, il tôt pas, et puis même après, parce que ça file de vertige. Et là, j'ai des journées, j'ai eu plusieurs années avec des journées d'enfer. Hein, avec 16-18 heures, c'est sans problème. Je suis devenu insomniaque, hein, parce que je dormais plus, et puis j'avais ça en tête constamment, puis il fallait avancer, et puis... 16-18 heures, 7 jours par semaine. Ouais, c'est 7 jours sur 7. Donc, t'es un gars qui bosse 120 heures. Oui, alors je travaille... Tu prends pas de vacances? Non, je prends pas de vacances, donc j'ai jamais pris de vacances avec mes enfants durant toute la construction, et avec mon épouse. Et puis donc ça c'était un petit peu difficile. Moi non, parce que j'étais dedans, mais c'était difficile pour eux, et j'essayais de mon côté de faire ce que je pouvais, mais on est maladroit dans ce moment-là parce qu'on ne peut pas donner partout, c'est impossible. Donc ça c'est très dur. Je me suis eu un peu, et puis mais j'avais plus de solution. Quand on a commencé, il faut plus s'arrêter, sinon faire tout, et puis T'as perdu, ouais. Tout le temps que t'as investi, et puis il faut aussi s'en remettre aussi psychologiquement. Oui, je l'abandonne. Ouais, je crois que ça c'est très dur. C'est hyper dur, ouais. Financièrement, psychologiquement. Voilà, et puis j'avais fait tout ce qu'il fallait pour faire rêver ma petite famille. Donc il fallait que j'aille au bout du rêve. Donc 9 ans et demi, au bout de 9 ans et demi, bon, le bateau il est mis à l'eau, tu nous as raconté, c'est rocambolesque. Il faut faire tomber des murs, il faut faire enlever des poteaux téléphoniques, couper du courant, les gens peuvent pas y travailler, il y a une queue énorme, tout ça. J'ai résumé tout ça. Ouais. C'est une histoire de fou, la mise à l'eau c'est une histoire de fou, tout ça c'est une histoire de fou. Le bateau il est à l'eau, grand moment d'émotion. Oui. Et puis là, vous partez pas en transat. Non, parce qu'en fait, le bateau, on le met à l'eau, mais il y a encore de l'accastillage à monter sur le pont, ce qui n'est pas encore monté, pas installé. Il y a l'amature qui n'est pas finie. Il y a le mât, ce que tu disais, c'était un mât d'occasion que j'avais récupéré, donc il faut que je le désosse, il faut que je le peigne, peut-être qu'il était un peu abîmé, donc j'ai refait une peinture dessus. Et après, il a fallu on a emmené le bateau jusqu'à l'eau, jusqu'à la mer, et le mât, on n'a pas pu le mettre sur le camion, donc il a fallu faire un deuxième voyage, mais là, on l'a fait la nuit avec des voitures, enfin, c'est des trucs... à l'arrache. Un pirate, tu commençais déjà à être un pirate. On a fait ça, c'était un peu folklore, et avec des copains, et il y avait 7 km à faire, on a fait ça, on a serré les fesses qu'on a réussi, et moi, après, il a fallu installer tout ça, Une fois que le bateau est à l'eau, pour qu'il soit fini, vous puissiez partir en navigation combien de temps? Prêt à naviguer, hein? Il a eu un an, parce qu'en fait, il a fallu installer tout ça, et là, après, il a fallu faire les voiles. Et bon, là, j'ai pas fait les voiles, hein. J'ai fait serre, donc il a fallu faire appel à un voilier, prendre les côtes, et puis faire les voiles, ça a mis du temps aussi. Et puis, il manquait quelques pièces sur l'armature que j'ai mis du temps à avoir. Et puis, je travaillais toujours en même temps, donc... Donc, d'un an, après la mise à l'eau, le bateau on pouvait naviguer, et on a fait plus des essais. Écoute, tu me fais un petit tour du bateau, tu me montres tout ça, on regarde à quoi ça ressemble? Avec plaisir. Donc François, là on est dans le cockpit. Donc alors, François, tu as 2 postes de bar, un poste à tribord et un poste à bâbord. Absolument, avec commande moteur que sur tribord, et puis on a des barres-tranches à l'extérieur de chaque côté. Et donc raconte-moi un petit peu l'histoire de ces sièges-là. C'est des sièges que tu as récupérés, comment est-ce que tu as fait? Non du tout, c'est si j'ai trouvé dans une poubelle un vieux siège pour pas faire de publicité, un vieux siège Ikea, et je m'en suis servi de moule. Et puis après j'ai fait tout un tas de choses pour que ça donne ça. Donc à partir d'un siège Ikea, il a fait son petit siège pour sa barre franche. Donc la barre franche, on va la retrouver ici. Pam.
Et là, je suis en position, tranquille, pour naviguer. Donc ici, il y a donc des panneaux, tu m'as dit, sur lesquels je peux marcher. Là, il y a un ensemble de panneaux, 2 panneaux sur le portique. Tu te retrouves avec 4 panneaux au total sur le roof. Donc je crois savoir que tu as installé tes batteries lithium toi-même. Et même tes petits coussins qui ressemblent à une marque très connue, Fatboy, et ils sont méga confortables. Et ici, tu as un Solent autovireur et tu as un grand génois. J'ai installé des basses stacks pour contrecarrer les efforts de génois, puisque c'est vraiment 7/8e et le génois, lui, il va en tête de mât. Donc j'ai 2 basses stacks qui vont en tête de mât, qui évitent que la tête de mât se... Donc là, on retrouve Solent génois. Et on va retrouver des basses stacks, ce qui est assez peu courant sur des catamarans, qui vont permettre de reprendre les tensions sur la mâture. Et donc, système très ingénieux sur ton bateau. J'ai vu que tu as une récupération des eaux de pluie. Récupération des eaux de pluie sur l'ensemble du roof, qui permet quoi? Tu fais quoi avec ces eaux de pluie? En fait, on se sert, l'eau de pluie, on s'en sert pour la machine à laver. Et ça va dans les réservoirs, ça va dans les douches aussi. Alors maintenant qu'on a fini un petit tour de l'extérieur, tu nous montres à quoi ça ressemble rapidement à l'intérieur? Ouais, plaisir, oui. Un coin cuisine, un coin comme la carte, le coin la table pour manger, le salon, et puis derrière, là, les frigos, congélateurs, désalinisateurs qui sont dans la descente. Hein. Là, une cabine des enfants, une cabine arrière. Ah ouais, c'est la deuxième cabine arrière, coupe de l'autre côté. Merci François pour ce petit tour, c'était très instructif. Maintenant, on va laisser la place à Maggie qui va interroger Anso et puis vos enfants pour savoir un petit peu comment ça se passe sur Atome, comment s'est passée la vie depuis que vous êtes partis. Et puis, on reste en contact et encore, félicitations. Je suis impressionné par ce que tu as fait. N'aie pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Ah, bonjour la famille Atome. Salut les Marcel. Donc je suis Anne-Sophie, je suis la maman et amirale du bateau Atome. Hello, moi c'est Rose. J'ai 19 ans et je suis l'aînée de la famille Atome. Moi, c'est Lou, donc le petit frère de Rose et le petit dernier, j'ai 15 ans. Et il y a quand même un petit chien et un petit chat qui comptent. Hein, C'est important dans la C'est les famille. petits derniers aussi, puis sur un bateau quand même, c'est pas rien. Hein. Donc le projet Atome a démarré quand on s'est rencontré avec François, puisqu'il avait déjà pour projet de construire un bateau lorsque je l'ai rencontré. J'avais déjà vécu sur un bateau avec mes parents, c'était quelque chose que je connaissais bien, que j'aimais beaucoup, donc en gros c'était soit je m'adaptais, soit je passais la route, parce que de toute façon, voilà, le projet était déjà né, donc si j'adhérais pas au projet, c'était pas la peine que je continue, quoi. François voulait construire un trimaran à ce moment-là, mais j'ai vite expliqué qu'avec une vie de famille, ça me paraissait moins compatible. Donc on est parti sur un projet de catamaran. 2 ans après, Rose est née. On n'avait pas encore commencé la construction parce qu'il fallait déjà trouver un endroit où on allait pouvoir construire ce bateau. Et pour des raisons financières, il fallait qu'on trouve un endroit peu cher ou gratuit parce que ça allait durer des années. Donc on ne pouvait pas se permettre de louer en plus un terrain ou un endroit pour le faire. Donc c'était un peu compliqué. Donc Rose a assisté au début de la construction de la maquette d'Atome. Et à ce moment-là, on avait acheté une petite épave qu'on avait trouvée qui s'appelait Atome Junior, d'où le nom de notre bateau maintenant, qu'on avait adoré. On avait adoré sinon, donc on avait gardé ce bateau. Et Rose a fait ses premiers pas, elle avait 3 mois, ses premiers pas, ses premiers mouvements sur l'eau à 3 mois. Elle est née au mois de mai, au mois de juillet, elle était déjà sur Atome Junior avec nous. Et elle a d'ailleurs fait ses premiers pas sur Atome Junior 1 an après. Entre-temps, eh bien, j'attendais Lou. Parce qu'on s'était dit au départ, on était parti pour avoir un enfant, puis on s'est dit un enfant seul sur un bateau, c'est pas évident, donc bon, on n'était pas fermé à l'idée d'en avoir un autre, et on s'est dit ça sera plus sympa quand même d'être une famille un peu plus élargie pour Pendant la construction, voilà, pendant deuxième enfant. Oui, c'est ça. En fait, même pas si pendant la construction, en fait, tout au début, vraiment tout au début, puisque j'ai aidé à François à construire la serre, j'étais enceinte de Lou, donc c'était vraiment Lou est né, François recevait ses planches de bois. Les deux ont commencé en même temps, en fait. Et là, nous, on n'avait plus aucun bien commun, enfin aucun bien même mobilier, on va dire mobilier. Eh bien, on avait juste vraiment nos vêtements, c'est tout.
parce qu'on savait que pour s'installer dans un bateau, il en fallait le moins possible. Donc au fur et à mesure de nos déplacements, on élaguait tout ce qu'on avait. Donc on n'avait plus qu'un sac chacun finalement au bout du compte. Et on s'est installé dans une grande maison de gens qui étaient expatriés à Singapour et qui nous laissaient leur maison 10 mois de l'année et qui revenaient l'été. Donc on a vécu 4 ans dans cette maison. J'ai vécu 4 ans dans cette maison avec les enfants puisque François n'était jamais là. Il revenait, en fait, il était là au petit déjeuner avec les enfants. Il partait ensuite entre le travail en saisonnier dans les piscines et puis le bateau le soir, l'été, l'hiver quand il travaillait pas. Enfin bref, il était pris 24 heures sur 24 et il revenait le soir très très tard. Et on vivait dans cette maison et tous les mois de juin, je devais vider entièrement nos affaires de la maison. Il y avait quand même 300 mètres carrés. Bon, on n'avait pas nous 300 mètres carrés d'affaires, mais quand même on s'était éparpillés. Hein. Et donc, je vidais la maison au mois de juin pour quitter cette maison le 30 juin, puisque les propriétaires arrivaient le 1er juillet. C'était l'accord, en fait. Ils nous louaient cette maison qui était sublime à un prix dérisoire, mais l'échange, c'était que pendant 2 mois d'été, on ne devait pas être là. Et donc, j'arrivais, je prenais des photos de toute la maison et je repartais, je sortais mes photos et je remettais les cadres, les meubles, tout comme ils étaient. Donc, ils arrivaient le 1er juillet, comme s'il n'y avait eu personne dans la maison. Pendant ces 4 ans, je partais le 1er juillet avec les enfants. François, lui, évidemment, restait sur Carqueiranne pour construire le bateau. Donc, alors lui, pendant ces 4 ans, il a vécu soit sur le chantier, soit dans des appartements qu'on lui prêtait, soit chez des copains, enfin partout où il pouvait. Et moi, je partais avec les enfants. On avait un espace Renault. Je chargeais la voiture à bloc avec nos affaires. Donc, j'emmenais les bottes de prix parce qu'on partait voir ses parents à Caen. Et surtout, je préparais les affaires d'école puisqu'on revenait dans la maison le 1er septembre, quand les propriétaires étaient partis. Bon, déjà une vie de nomade. Voilà. Ça, alors c'était super au départ. On vivait dans une maison sublime. C'était magnifique. Au bout de 3 ans, on a commencé à trouver ça vraiment super fatigant. Les 10 mois en fait passaient à une vitesse assez claire. Et puis après, j'ai commencé à être fatiguée de bouger comme ça. Donc j'ai dit, l'été, on reste sur Carqueiranne. Et on avait un grand réseau de copains qui étaient trop contents qu'on soit sur place pour garder les maisons, les animaux, les piscines pendant qu'ils étaient en vacances. Donc ils nous réservaient dès le mois de janvier, Anso, tiens, je pars 15 jours, du 15 juillet au 30 juillet, tu peux venir t'installer avec les enfants? Oui, ok. Et là, vous avez des souvenirs de ça ou pas? Ouais, cet été-là, je me souviens qu'à la fin, on se réveillait, on savait plus trop dans quelle maison on était. Ils savaient plus où ils allaient dormir. Et il nous fallait un temps pour percuter où est-ce qu'on était, dans quelle maison, à quel moment et où est-ce qu'on allait être demain. C'était un peu... Et c'était assez rigolo parce que... Bon, après, nous, on a pas mal vécu. Voilà, c'est ça. Non, c'était... Enfin, nous, les parents faisaient en sorte qu'on voit pas grand chose de ce qui se passait à l'extérieur, donc c'était plutôt plaisant, c'était marrant, mais c'est vrai que je me souviens qu'à la fin quand même c'était fatigant. Moi j'ai bien aimé du coup parce que je vivais dans les maisons de mes amis, donc c'était marrant, mais c'est vrai qu'il y a quelques fois où je trouvais plus ma chambre ou des trucs comme ça, où je savais plus dans quelle maison on était. Mais non, j'ai bien aimé. Sauf que t'étais dans la maison de tes potes, mais ils étaient pas là. C'est ça. Ça, c'était bizarre. Toujours eu des enchaînements, quoi. C'était de la chance. Très, très, très fatigant quand même. Ah oui. Très, très fatigant. Et là, la mise à l'eau a été le 6 décembre 2016. Et alors là, pendant cette première période, il y a eu des doutes, il y a eu des... C'était pas des doutes, c'était plutôt un ras-le-bol. Ouais. Un ras-le-bol, un épuisement qui allait au bout. Et c'est vrai que 2 fois, j'ai fait ma valise en disant, voilà, j'en peux plus, on revend ce bateau pour pièces, ce qu'il en est en tout cas, parce qu'il n'était pas terminé, mais je voyais pas que... En fait, François m'avait annoncé une construction de 3 ans et on en était déjà à 6 ans, 7 ans, 8 ans et le bateau était toujours pas à l'eau. Et le plus dur, c'était l'entourage. Donc c'était très 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 compliqué. C'était à tous les niveaux puisque financièrement chaque centime mis en dehors du bateau était de la culpabilité, chaque moment passé en dehors du bateau pour François était de la culpabilité. Donc c'est-à-dire que si un jour il disait allez, dimanche je reste avec vous, en fait on voyait bien qu'il attendait qu'une chose, c'était il calculait, il regardait sa maquette, en fait il n'était pas là, donc moi je lui disais je préfère encore que tu sois à la construction, moins ça avance parce que de toute façon ça sert à rien et tu ne peux pas t'investir avec nous. Donc il dit la vie courante était plutôt sympa parce qu'on vivait dans des très belles maisons, dans des très beaux endroits, mais on disait toujours aux enfants mais n'oubliez pas que c'est pas nous. Et Lou, quand il était petit, un jour, il a regardé François, il fait « Mais papa, on est riche ou on n'est pas riche ?» Parce qu'il savait plus, parce qu'il voyait bien qu'on avait des maisons qui étaient 3 fois plus belles que la plupart de nos amis. Mais du coup, pour lui, dans sa tête d'enfant de 5 ans, et on lui expliquait, on lui disait « non, en fait, on peut pas faire cette dépense, on peut pas partir au ski, on peut pas... » Alors, il comprenait pas, parce qu'on avait l'air riche quand même, on était dans des grosses maisons, mais on l'était pas. Et donc là, à partir de ce moment-là, quand vous commencez à naviguer...
il se passe quoi? On C'est commence quoi pas à naviguer tout de suite parce que on le met à l'eau tout à fait fin 2016 et on s'installe dessus le 1er janvier 2017, mais on reste encore 2 ans à un ponton, donc on vit sur le bateau. Donc là, ça y est, on vit enfin ensemble sur ce bateau dans notre maison. Voilà. Donc là, il y a déjà quand même eu un grand avancement, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de déménagement à faire, on n'avait plus rien à faire, on allait pouvoir vivre 12 mois de l'année chez nous. C'était notre maison, on allait pouvoir l'investir. Et puis on vivait à 4, puisque du coup François continue à travailler sur les travaux du bateau, notamment tout le plan de pont, l'accastillage et tout, mais au moins il était avec nous. Il rentrait le soir, il mangeait avec nous, il a bossé quand même un peu sur des chantiers navals. Moi je travaillais dans une école. Mais bon, la vie était quand même très différente, hein. On vivait chez nous, quoi. Ça y est, le bateau était à l'eau. Et enfin ensemble. Et donc au bout de 2 ans, ça y est, vous mettez les voiles. Donc ça y est, ouais. On met les voiles, les Baléares, l'Espagne, Gibraltar, les Canaries et puis la Transat, quoi. Et là, vous, les enfants, ça se passe comment? Moi, je sais qu'au au début, c'était quand même génial, mais il y avait quand même une complication, c'est qu'on était tous les deux quand même pas mal malades. Surtout moi, on a eu beaucoup de mal de mer au début. Et ça a été un peu difficile au début. Moi, je sais que quand on est arrivé aux Canaries, j'étais prête à prendre un avion et à les rejoindre. Moi, je leur ai dit, je prends un avion et puis on se rejoint de l'autre côté parce que je suis pas capable de traverser et tout ça. Et je sais qu'on a eu des périodes un peu compliquées par rapport à ça, mais après, on était aussi tellement contents de partir, de voyager. Moi, je sais que maintenant, j'en ai pas du tout un mauvais souvenir, au contraire. Et moi, c'était pareil, le mal de mer, etc. Et surtout, j'étais triste de quitter tous mes copains parce qu'en primaire, j'avais plein d'amis dans l'école. Et du coup, je les quittais tous. J'étais content par rapport au voyage, mais entre le mal de mer et le manque d'amis, je passais pas mes meilleurs moments au début. Okay. Mais après, ça s'est arrangé. Oui, on a mis un peu de temps quand même avant de rencontrer Hugo le bateau. De se refaire un peu un entourage. C'est vrai que moi je sais que cette partie-là je l'ai pas trop mal vécue parce que en fait on a tellement toujours eu en tête le fait qu'on allait partir que du coup le jour où on est parti, moi je sais que j'étais la plus heureuse du monde de enfin dire c'est bon, j'y vais, on s'en va, parce que comme disait maman, tous nos amis de notre entourage disaient de toute façon c'est bon, vous partirez pas en fait, et même nous les copains on rentrait en septembre et puis on disait c'est bon, l'année prochaine on s'en va, tout ça, puis à la fin ils disaient arrêtez de mentir. Et Rose elle est arrivée au collège où personne ne croyait que son père construisait un bateau à la fin, parce qu'en fait ça faisait tellement longtemps que ça durait, que tout le monde en parlait mais que personne n'avait vu ce bateau, les gens finissaient par douter, quoi. Et donc là le fait de dire vraiment ça y est, on est parti, c'est concret, on part, on largue les amarres et on revient plus, et là c'était quand même assez magique, quoi. Et donc là vous vous êtes passé de l'autre côté, vous avez fait la Transat. Oui. Et donc on est arrivé en Martinique et on s'est posé un mois. On avait besoin de se reposer. On était fatigués d'abord de tout ce remue-ménage de plusieurs années, de la Transat, de tout ça. Et là on était arrivés. Et donc voilà, on est resté sur le bateau pendant 2 mois à rien faire, à profiter, à regarder les journées passer, à se baigner, à se reposer, quoi. À se reposer psychologiquement et physiquement. De tous ces dernières années et mois de nomades, on va dire. Donc là, vous êtes resté combien de temps à caboter, en fait Finalement, 7 ans, jusqu'à maintenant, puisqu'on fait ça depuis 7 ans. Okay. Au départ, on a fait la Martinique, la Guadeloupe, puis ensuite on est redescendu en Martinique, puisque la saison cyclonique arrivait. Et c'est là qu'on a commencé à rencontrer vraiment des bateaux copains. Famille sur le bateau, les petits moments de conflit, les petits moments de tension, les choses comme ça, parce que c'est quand même un espace très restreint. Comment ça s'organise? Dans l'ensemble, on a quand même été toujours plutôt soudés par rapport à d'autres bateaux où je voyais quand même il y avait qui étaient on a rencontré des bateaux où il y avait vraiment beaucoup de tensions entre les frères et sœurs, avec les parents et tout ça. Nous, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé quand même. On a vu plusieurs cas sur les bateaux. On a vu les enfants qui détestaient le bateau. Donc, et souvent les parents arrêtent, ou alors ils arrêtent en tout cas à l'entrée au lycée pour que les enfants aient une scolarité classique. On a vu des parents qui évidemment se séparaient parce que la vie de bateau, ils s'attendaient pas à ça et c'était compliqué. On a vu des bateaux où les gens arrêtaient parce qu'en fait c'était trop d'entretien, trop de travaux et tout ça. Bon, finalement, nous au bout du compte, comme c'est François qui a construit le bateau, tout ce qui est entretien, c'est lui qui le fait et il connaît son bateau par cœur, donc il n'y a pas de surprise. Donc ça n'a pas forcément créé de tension puisque en fait il savait déjà. Je pense que le bateau était quand même assez grand pour qu'on ait chacun nos espaces. Nous, on a une coque avec François et on a notre salle de bain, et les enfants ont une coque avec chacun leur cabine et leur salle de bain. Et puis les enfants sont très soudés, tous les deux depuis toujours. Comme tous les enfants, il y a des petites périodes de tension, mais pas plus que ça. Et puis dans l'ensemble, ils ont quand même toujours
tout fait ensemble. Ils avaient quand même plus ou moins les mêmes copains, avec des âges différents. De toute façon, quand on est en bateau et enfant, il faut comprendre que faut pas tenir compte ni du sexe ni de l'âge, hein, parce que sinon on n'a personne dans son entourage. Donc il faut accepter de passer du temps avec des plus jeunes, des plus vieux, des garçons, des filles. C'est aussi ça qui fait évoluer rapidement et différemment sur les bateaux, c'est que on rencontre de tous les âges, de toutes les nationalités. Donc c'est On fait avec. sympa, et puis ouais, c'est ça, on fait avec en fait. On s'adapte. On se pose même pas de questions. Enfin, c'est ce que disait maman là, qu'on avait passé plusieurs mois avec des bateaux où c'était moi la plus âgée du groupe, et après je pense celui qui se rapprochait le plus devait avoir, j'en avais 14 et celui qui se rapprochait le plus devait avoir 11-12 ans peut-être, mais après c'était tous des tout petits. Et enfin moi j'ai jamais vu de différence, et je me suis autant éclatée que Lou qui avait plein d'amis qui avaient exactement le même âge que lui, ou en tout cas dans la même tranche d'âge. Et il n'y a jamais eu de soucis, et je me suis toujours hyper adaptée. Et pareil pour nous dans l'autre sens, quand il était avec mes amis où on avait tous 17 ans et puis on avait tous 13, et il n'y a pas de... C'est quoi maintenant le projet Atome? Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce que... Non, il n'y a pas de projet Pas de Atome. projet Atome. Là, le projet pour l'instant, c'est la scolarité de Lou. Ouais. On va attendre qu'il passe son bac l'année prochaine et de savoir ce qu'il veut faire après. J'aimerais bien découvrir d'autres choses, que je trouve que c'est quand même important de vivre dans une maison. Après, je sais que j'aurai toute ma vie pour le vivre, mais quand même, j'aimerais bien. Et aussi parce que je trouve que tout est plus accessible dans une maison, ou même pas forcément dans une maison, je veux dire dans un vrai pays civilisé en quelque sorte. Je trouve que là, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est tout le temps les vacances, mais du coup, on n'a jamais des vraies choses. Il n'y a pas tous les magasins, il n'y a pas toutes les écoles, il n'y a pas tout. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien aller dans un vrai truc, dans un vrai pays, ou même dans une maison, parce que tout est moins loin, tout est plus accessible, quoi. J'aimerais aller, j'aimais bien Lyon parce que c'est en France que c'est cool, et parce qu'il y a une bonne école d'hôtellerie, ce que j'aimerais faire. Mais après, je sais pas du tout. Donc Rose, toi, ça fait 1 an que tu es partie, que tu mènes ta petite vie. Assez incroyable parce que il y a 1 an, tu avais 18 ans en fait. Ouais, c'est ça. Donc tu as passé ton bac et hop, tu as fait ton petit projet de vie en t'achetant un bateau qui est un petit peu plus loin par là-bas. Donc si tu es d'accord, on aimerait bien que tu nous racontes un petit peu ta vie, parce que c'est quand même incroyable de vivre ça à 18 ans, et je pense que ça peut être très inspirant pour les jeunes. Yeah. Donc on fera une petite partie Rose, Atome, c'est junior. C'est junior. Un petit peu plus tard. Donc moi je vous remercie vraiment parce que c'est super sympa de partager ça avec la communauté Marcel. Eh ben merci à vous les Marcel. Merci, Et puis, Merci, si Marcel. vous voulez vous abonner, liker, nous suivre, n'hésitez pas Et commenter. et commenter. Voilà, cette interview est terminée. On a passé un super bon moment avec François, Anso et les enfants. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, c'est hyper instructif, on est intéressé, dites-nous tout ça en bas. Et on a tourné un speed-off avec Rose, leur fille de 19 ans, qui vit actuellement sur son propre bateau. Une jeune fille inspirante, vraiment remarquable. Allez, ciao les Marcel! Même s'il ne sert à rien, le vent vous portera.